l'oreille interne, on va avoir une présentation maintenant faite par trois personnes. Le docteur Guillaume Poyon, qui est ici et que j'invite à me rejoindre, le docteur Daniel Lévy et Éric Blin, qui est kinésithérapeute. Tous les trois, eh ben, vous avez qu'à vous mettre là, hein, les trois. Tous les trois, vous allez nous parler de l'oreille interne et du rôle qu'elle joue dans les vertiges. Ensuite, vous allez nous parler de la prise en charge. Et puis, on finira par un volet kiné de la prise en charge. Voilà, eh ben, on y va, les gars. On vous donne la parole à tous les trois pour une demi-heure. Ça fait 3 fois 10. OK? À peu près. Qui commence? Vous savez qu'on est très pointilleux ici sur l'horaire, monsieur. C'est vous, Daniel? C'est moi, Daniel. Non, mais je sais que c'est vous, Daniel, mais c'est vous, Daniel, qui commencez? C'est moi qui commence, tout à fait. Bon, alors commencez, Daniel, s'il vous plaît. Allez-y, je vous donne un truc, Daniel. Vous n'avez pas d'écran de retour, mais ici, vous avez un grand miroir où vous voyez tout ce qui se passe. Oui, bah Mais vous faites comme vous voulez. On va se débrouiller. Allez-y. Donc, je suis le docteur Daniel Lévy. Je suis pour gérer notre équilibre, tenir bout et marcher droit, on a besoin de l'information de 3 capteurs. Le premier qui est l'œil, le deuxième qui est le vestibule, qui est situé dans l'oreille interne et qui gère l'équilibre, et le troisième qui sont les capteurs de la proprioception qu'on a au niveau du cou, au niveau des pieds et au niveau de la colonne vertébrale. On a un intégrateur, c'est un peu comme un ordinateur, qui va gérer l'information reçue par ces 3 capteurs, qui est situé dans le tronc cérébral et qu'on appelle les noyaux vestibulaires. Et on a un modulateur, c'est comme votre accélérateur et votre frein. Le cervelet, il sert à augmenter ou à diminuer l'information qui est reçue par les noyaux vestibulaires. Quand toutes ces informations sont concordantes, eh ben, on tient droit et on marche droit. Et quand il y a des informations divergentes entre les 3 capteurs, on a soit des vertiges, soit de l'instabilité. Alors, sur ce petit schéma, je vous reprends un petit peu la même chose. Au centre, les noyaux vestibulaires qui sont le centre d'intégration, qui reçoit les informations de l'œil, les informations proprioceptives des capteurs qu'on a au niveau du cou, par exemple, et les informations qui viennent de l'oreille interne. Toutes ces informations sont modulées, comme je vous l'ai dit, par le cervelet et par le cerveau. Et ce centre d'intégration, une fois qu'il a reçu les informations, c'est encore une fois comme votre ordinateur, il va décider du contrôle du mouvement, du maintien de la posture et de la stabilisation des yeux dans la tête, ce qui vous permet de marcher droit. Alors, on fait un petit focus plus précis sur l'oreille interne, puisque c'est ce dont on nous a demandé de parler. Donc, l'oreille interne, elle est composée de 2 parties. La cochlée, qui est l'organe de l'audition et dont vous avez vu plein de présentations en début de matinée. Et puis, après, il y a une deuxième partie qui est le labyrinthe et qui comporte 2 parties. Un capteur canalaire, qui va vous permettre de coder toutes les informations de mouvement de rotation de votre tête avec des capteurs pour chaque plan de l'espace. Donc on a un canal vertical qui gère et un canal antérieur qui gère les informations du plan vertical et on a un canal latéral qui gère les informations des mouvements horizontaux de droite et de gauche. On a une deuxième partie qu'on appelle l'organe autolytique et qui contient lui-même 2 parties différentes, le sacule et l'utricule. Donc cet organe autolytique, lui, il ne va pas gérer les mouvements de rotation, il va gérer les mouvements de translation. Quand vous êtes dans votre voiture ou dans le train, que vous sentez que vous accélérez ou que vous freinez, c'est ce capteur autolytique qui vous donne l'information. Quand vous êtes dans l'ascenseur et que vous sentez que vous êtes en train de monter, c'est ce capteur autolytique qui vous donne cette information-là. Alors, on rentre un peu plus dans le détail. Comment fonctionne l'organe canalaire? Donc, l'organe canalaire, il est constitué à ses extrémités de petites ampoules. Et là, c'est le détail sur les petites ampoules. À l'intérieur des canaux, il y a du liquide qu'on appelle de l'endolymphe. Et puis, à l'intérieur, il y a une structure un petit peu gélatineuse dans laquelle sont plantées des cellules ciliées qui sont reliées directement à des petites fibres nerveuses qui vont constituer le nerf vestibulaire, qui est le nerf de l'équilibre.
lorsque vous allez tourner la tête d'un côté ou de l'autre, le liquide qui est contenu dans les canaux va se mettre à bouger et donc va faire infléchir la cupule dans un sens ou dans l'autre. Et ce fléchissement de la cupule d'un côté, dans un sens ou dans l'autre, va faire incliner les petits cils qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui envoie l'information nerveuse vers le nerf vestibulaire. Maintenant, un petit focus sur l'organe autolytique. Donc l'organe autolytique, il a un capteur qui est vertical et un capteur horizontal. Et à l'intérieur de ça, il y a une masse gélatineuse dans laquelle sont contenus des petits otolithes qui vont donner l'information de gravité. Quand vous allez pencher la tête sur un côté ou quand vous allez incliner la tête en avant ou en arrière, cette masse gélatineuse avec les petits otolithes va s'infléchir et va faire incliner, encore une fois, les petites cellules ciliées d'un côté ou de l'autre. Et c'est cette inclinaison des cellules ciliées qui envoie de l'information via les fibres nerveuses pour le nerf vestibulaire. Donc en gros, c'est la déformation de cette masse gélatineuse qui envoie l'information. Et donc, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a dans cet organe autolytique des otolithes, c'est comme des petits cristaux. Et ce sont ces petits cristaux qui, un certain nombre de patients, sont responsables d'une pathologie qu'on appelle les vertiges positionnels, paroxystiques bénins, ou ce que vous entendez souvent dans le langage courant, on appelle les otolithes. Et quand ces otolithes se décrochent, ils vont partir dans les petits canaux, et dans un endroit où ils n'ont rien à faire, et vont donner des sensations vertigineuses. La prise en charge des vertiges, donc là je vous fais un petit focus sur les différentes causes de vertige. Donc la première cause et la plus fréquente, c'est le vertige paroxystique positionnel bénin. La deuxième cause la plus fréquente, c'est tout ce qu'on appelle les vertiges d'origine vasculaire. La troisième cause la plus fréquente, c'est la maladie de Ménière. La quatrième cause la plus fréquente, c'est la névrite vestibulaire. Et puis après, il y a toutes les tumeurs sur le nerf vestibulaire. Alors, je vais vous détailler rapidement les grands syndromes vertigineux les plus fréquents. Le premier, c'est la maladie de Ménière. Et pour dire qu'il y a une maladie de Ménière, il faut 3 symptômes. Il faut une surdité, il faut une sensation d'oreille bouchée et de plénitude, et il faut qu'il y ait au moins 2 crises de vertige rotatoire. Donc vous avez l'impression que la pièce et les murs tournent autour de vous, et ça doit durer au moins 20 minutes, et chez certains patients, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça, c'est maladie de Ménière. La deuxième grande cause, c'est le vertige paroxystique positionnel bénin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les petits cristaux de l'oreille interne. C'est souvent chez le sujet âgé. Ça donne des crises vertigineuses rotatoires très courtes, de quelques secondes, en se levant ou en se couchant du lit. Et ça donne une instabilité le reste de la journée. Et ça se traite par des séances de kinésithérapie vestibulaire. Une autre grande cause, souvent méconnue de beaucoup de médecins qui ne sont pas spécialisés, c'est la migraine. La migraine, ça donne des céphalées. Vous avez tous entendu parler de la migraine ophtalmique qui donne des signes visuels avec par moments l'impression que la vue se brouille ou des taches dans le champ visuel. Et ben, ça peut donner des vertiges. Et souvent, ça donne des vertiges de quelques secondes, ça donne beaucoup d'instabilité. C'est très fréquent chez la femme. Et ça s'associe bien sûr de céphalées typiques de migraine et de nucalgie. Et ça donne une sensation d'être pas bien dans la foule, dans les grands magasins, dans les grandes surfaces. Et puis enfin, la dernière grande cause, c'est la névrite vestibulaire. Donc ça survient à tout âge. Et le tableau, c'est celui d'un coup de tonnerre dans un ciel calme, c'est-à-dire un grand vertige qui va débuter brutalement avec des vomissements, des nausées qui vont durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, sans aucun signe auditif. Voilà pour ce qui est de ma partie, et je laisse la main à Guillaume. Alors bonjour à tous, moi je suis le docteur Guillaume Poyon, je travaille donc à la Fondation Rothschild avec Daniel Lévy. Donc moi je suis neuroradiologue, c'est-à-dire que je fais de l'imagerie de la sphère tête et cou avec une valence particulière du coup sur l'imagerie de l'oreille et plus spécifiquement des voies cochléo-vestibulaires, c'est-à-dire les voies qui transmettent à la fois l'information auditive mais aussi l'information de l'équilibre. Donc l'imagerie, comme vous vous en doutez, ça a un rôle vraiment central quand même dans la prise en charge des vertiges,
puisque pour un symptôme qui est finalement commun, il y a plusieurs étiologies différentes. Daniel vient de vous exposer une liste de différentes pathologies. Ces pathologies, bien sûr, pour certaines, ont des signes radiologiques spécifiques qu'il faut étudier. Donc l'imagerie du vertige, il faut retenir, la radiologie parfois c'est un peu opaque pour certaines personnes. On a vraiment dépassé le cadre de la radiographie standard, de l'échographie. Quand on parle d'imagerie de la sphère tête-écou, l'imagerie du système nerveux ou des organes neurosensoriels, on ne parle que d'imagerie en coupe, scanner et IRM. Et notamment pour les vertiges et l'oreille, l'examen phare, c'est l'IRM, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique. Donc ce n'est pas un examen irradiant du tout, c'est un principe de base qui est le suivant. Chaque cellule, chaque tissu dans notre organisme est composé de molécules d'eau, H2O. Au sein de cette H2O, il y a donc des protons d'hydrogène. Et la résonance magnétique, c'est l'étude de la résonance du proton d'hydrogène. Pourquoi? Alors je résume simplement la chose. Quand vous êtes dans la machine d'IRM, il y a des ondes de stimulation électromagnétique qui vont venir stimuler tous les protons d'hydrogène de votre corps. Mais en fonction de l'endroit où il se situe et des tissus dans lesquels il se situe, ce proton d'hydrogène, il n'a pas la même excitabilité, il n'a pas la même relaxivité. Et c'est cette différence de relaxivité et d'excitabilité sur laquelle on se base pour créer des différences de signal et donc des différences de contraste dans l'image pour obtenir les images telles que vous l'avez ici. Donc la radioanatomie des voies vestibulaires, c'est vraiment ce qu'on va revoir là dans ma partie. C'est pour comprendre en fait depuis l'oreille interne jusqu'au cerveau, qu'est-ce qu'on étudie nous en imagerie, qu'est-ce qu'on regarde pour voir s'il n'y a pas une quelconque anomalie qui explique les symptômes du patient. Donc il faut savoir qu'il y a des centres d'intégration des informations nerveuses qui sont envoyés depuis l'oreille interne jusqu'au cerveau et qui arrivent en fait au niveau d'une partie du cerveau qu'on appelle la fosse postérieure, c'est-à-dire la partie vraiment en dessous de cette zone-là. Et dans la fosse postérieure, vous avez en arrière donc le cervelet et en avant une structure qu'on appelle le tronc cérébral. Et c'est au sein du tronc cérébral qu'on va retrouver les différents noyaux intégrateurs de l'information vestibulaire et de l'information cochléaire. Donc je vous les ai représentés ici. Donc c'est une région anatomique avec laquelle on s'attarde particulièrement, notamment quand le vertige est d'origine, on dit centrale, c'est-à-dire un problème qui est lié à une maladie du système nerveux qui malheureusement retentit géographiquement sur le site théorique des noyaux vestibulaires ou des noyaux cochléaires. Donc ces voies vestibulaires, après, elles ont une systématisation qui leur est propre. Il y a une voie qu'on dit vestibulo-corticale, c'est-à-dire l'envoi vraiment de l'information de l'équilibre au cerveau pour que ce soit intégré. Il y a une voie vestibulo-oculaire, parce que l'œil et l'oreille interne sont directement liés. Quand je tourne la tête et que je change mon orientation, automatiquement, mon regard suit le mouvement de ma tête. Cette voie qui permet de faire ça, c'est la voie vestibulo-oculaire. Et puis il y a une voie dite vestibulo-spinale avec la moelle épinière, et c'est ce qui nous permet d'avoir le maintien de la posture en continu, quelle que soit la position de la tête dans les trois plans de l'espace. Donc ces voies vestibulaires, je vous ai dit, elles partent de l'oreille interne et elles viennent jusqu'au niveau du tronc cérébral. Donc le tronc cérébral est ici, l'oreille interne est ici. Et vous voyez, il y a un paquet nerveux de chaque côté qui unit les deux structures. Donc ce paquet nerveux, c'est ce qu'on appelle le paquet acoustico-facial. On a le nerf facial donc, qui est ici, qui assure la motricité de la face, mais qui n'a pas de rôle dans l'audition et l'équilibre. Mais par contre, les trois branches que vous voyez là sont trois branches d'un même nerf, qu'on appelle le nerf cochléo-vestibulaire, avec une branche cochléaire pour l'audition et deux branches vestibulaires, une supérieure et une inférieure pour l'équilibre. Donc, ça, c'est de l'anatomie, d'accord. On a vu donc, le système nerveux central, on a vu le conduit auditif interne et ce paquet acoustico-facial qui véhicule ces informations depuis l'oreille interne jusqu'au cerveau. Maintenant, intéressons-nous plus en détail à l'oreille interne. Donc là, vous avez une représentation anatomique de ce qu'on appelle le labyrinthe, donc qui est une coque osseuse au sein duquel il n'y a que des liquides et des cellules neurosensorielles. Donc ce labyrinthe, il est composé de deux parties, une partie antérieure qu'on appelle la cochlée, qui véhicule donc l'information auditive, et une partie postérieure, nous a parlé Daniel, le vestibule avec les trois canaux. Si on découpe cette oreille interne, on arrive dans les compartiments liquidiens, et il y en a deux, l'un dans l'autre, un central qu'on appelle endolymphe, et un périphérique qu'on appelle périlymphe. Donc c'est des liquides qui ont des compositions chimiques différentes, et il faut retenir que dans l'endolymphe, le compartiment bleu, que vous voyez sur l'image, c'est à l'intérieur de cet endolymphe que baignent les cellules neurosensorielles qui vont produire l'information nerveuse qui va être envoyée jusqu'au cerveau. Donc dans cet endolymphe, Daniel vous en a parlé, on a différents organes. On a en haut une structure qu'on appelle l'utricule qui est connectée avec trois ampoules, une ampoule par canal.
Et en bas, on a une petite structure anatomique qu'on appelle le sacule, qui a un lien étroit à la fois avec l'utricule, donc l'ensemble formant l'organe autolytique, mais aussi le canal cochléaire qui chemine dans la cochlée. Donc l'idée, c'est que ça, c'est un schéma anatomique tel qu'on le connaît grâce à des pièces d'analyse histologique qui ont été faites au fur et à mesure du temps. Mais pendant longtemps, on a été très limité en IRM pour pouvoir voir ces petites structures anatomiques, parce qu'il faut retenir que c'est vraiment quelque chose de très petit, et c'est très difficile de réussir à l'identifier. Et on est parti donc pendant des années sur une imagerie, on va dire morphologique globale, où on était capable de retrouver, vous voyez, la morphologie telle que je vous l'ai présentée de la cavité vestibulaire, avec ici un canal qui est le canal latéral. Là, on a un petit bout de cochlée, le fond du conduit avec les nerfs qui véhiculent cette information-là. Mais nous étions incapables de savoir ce qui se passait à l'intérieur. Les petits organes neurosensoriels, le labyrinthe membraneux tel que je vous l'ai présenté, on ne pouvait pas le voir. Fort heureusement, depuis une dizaine d'années, il y a des nouvelles séquences d'IRM qui se sont développées. Ça a commencé au Japon, et puis ça s'est étendu à l'échelle du monde entier. On est capable aujourd'hui, grâce à de l'imagerie injectée, de différencier en fait les deux compartiments liquidiens qui structurent cette oreille interne. Donc l'endolymphe ici qui apparaît en noir, et la périlymphe qui est ici en blanc, car rehaussée par le gadolinium. Donc c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'avancer beaucoup plus dans la caractérisation étiologique des causes de vertige, parce que parmi les différentes maladies dont vous a parlé Daniel, certaines vont avoir une présentation anatomique différente que d'autres, et grâce à l'IRM, on est capable de le mettre en évidence. Donc, pour vous montrer que ce que je vous dis, c'est pas du pipeau, on va reprendre ce schéma anatomique qui est connu de l'oreille interne, et on va se placer dans différents plans de coupe pour voir si cette anatomie attendue, on est capable de réellement la retrouver. Donc si on prend une première coupe, vous voyez ici supérieure qui passe par le canal latéral qu'on a ici, on retrouve bien ici, vous voyez l'utricule, qui est une petite structure oblongue, dont le grand axe est globalement parallèle au grand axe du vestibule, et dans son prolongement antérieur et latéral, vous allez avoir ici une petite ampoule qui correspond à l'ampoule du canal latéral. Si on monte de quelques coupes sur notre IRM, on a ici l'émergence d'un autre canal qui est le canal supérieur, avec son ampoule. Et sur les coupes plus basses, vous avez ici l'émergence du canal dit postérieur avec son ampoule qui est dédiée. Même topo pour le sacule, qui est l'autre élément anatomique qui compose l'organe autolytique. Le sacule, c'est c'est une petite structure ovoïde qui ressemble à un petit ballon de rugby que vous avez ici dans la partie inféromédiale de la cavité vestibulaire. Et puis tout le long de la cochlée, vous avez un petit canal, un petit conduit d'endolymphe qu'on appelle la scala media, qui peut également donc être visualisé et étudié. Donc l'objectif de l'imagerie, c'est de regarder à tous ces différents endroits anatomiques s'il n'y a pas une quelconque anomalie qui pourrait du coup participer à la genèse des symptômes. Donc je vous ai dit, on regarde toujours le cerveau et notamment la fosse postérieure. Et vous voyez ici, on avait par exemple une lésion qui est centrée en fait sur la région théorique des noyaux vestibulaires droits, qui était à l'origine d'un vertige central. Et cette lésion, en fait, elle était accompagnée par d'autres lésions à d'autres endroits du cerveau, qui touchaient donc une région anatomique vraiment qu'on appelle la substance blanche. C'était une maladie inflammatoire démyélinisante, et en fait, le vertige central chez cette patiente qui était jeune a révélé en fait le diagnostic de sclérose en plaques. Ici, vous avez une autre pathologie, vous avez donc une charnière entre le cerveau et la moelle épinière, qu'on appelle la charnière cervico-occipitale, et parfois, malheureusement, certains patients ont une malformation de cette charnière, et que vous voyez le cervelet qui a tendance à tomber au travers d'un orifice ici qu'on appelle le foramen magnum. Normalement, il ne devrait pas descendre en dessous de cette ligne virtuelle que je trace avec le pointeur. Mais là, cette ptose, cette descente d'organes, entre guillemets, vient comprimer et vient perturber justement l'environnement local et donc là, le système vestibulaire. Ensuite, on regarde bien le conduit auditif dans lequel passe le nerf cochléo-vestibulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, surtout pour traquer cette lésion, qui est une tumeur qu'on appelle un schwannome vestibulaire ou un neurinome vestibulaire. C'est une tumeur qui est rare, mais qui peut être extrêmement invalidante. Elle donne des vertiges, mais elle donne aussi des surdités et des acouphènes. Et puis, grâce à l'imagerie avancée du labyrinthe, c'est-à-dire cette capacité qu'on a désormais depuis quelques années à voir à l'intérieur même de l'oreille interne, on devient encore plus spécifique pour rechercher des anomalies qui vont correspondre à des entités pathologiques différentes. Daniel vous a parlé tout à l'heure de la maladie de Menière, donc qui est cette maladie qui associe 3 grands symptômes, des vertiges, une surdité fluctuante et des phénomènes auditifs anormaux à type d'acouphène ou de plénitude d'oreille. Dans la maladie de Menière, il avait été montré de tout temps qu'il existait un marqueur histologique qui s'appelle un E-DROPS.
c'est-à-dire une dilatation, une hyperpression anormale des compartiments liquidiens dans l'oreille, eh bien désormais, grâce à l'imagerie labyrinthique, on est capable de voir et d'identifier cette hydrops. Donc ça aide particulièrement les ORL à affiner le diagnostic de maladie de Ménière quand la triade clinique n'est pas parfaitement remplie, parce que parfois les patients n'ont que les vertiges et pas vraiment la surdité ou l'inverse. Donc l'imagerie aide à relever un petit peu ça. Il y a d'autres conditions pathologiques, plus rares, qu'on arrive à mettre en évidence. On parle parfois d'atrophie de ces structures dans le cadre d'une maladie qu'on appelle l'atelectasie vestibulaire. Et puis parce qu'on fait une imagerie donc avec une injection du produit de contraste, on a également une information sur la capacité qu'a le labyrinthe à faire diffuser ce produit de contraste dans l'oreille. Et parfois, lorsque la voie de diffusion de ce produit de contraste elle est altérée par une inflammation, par une infection, par un désordre immunitaire, il va y avoir un afflux trop important de produits de contraste qui va passer au travers de cette barrière d'échange. Et donc, ça va générer des rehaussements beaucoup plus marqués d'un côté par rapport à l'autre. Donc là, vous avez à chaque fois deux colonnes, oreille gauche, oreille droite, oreille gauche, oreille droite. Et vous voyez que pour des pathologies donc, inflammatoires, infectieuses ou dysimmunitaires, donc on appelle névrite vestibulaire ou labyrinthite carrément, vous allez avoir des prises de contraste très marquées dans l'oreille interne qui va être malade et en souffrir. Voilà, et je vais laisser la parole maintenant à Eric qui lui va vous parler de la rééducation et de la réhabilitation. Alors, une seconde avant que Eric prenne la parole, moi j'ai une petite question à te poser, on se tutoie, on te poser. On a bien compris, il y a les symptômes cliniques, on a bien compris que l'imagerie aidait à mieux caractériser les choses, à mieux les comprendre, à mieux les voir. Dans le monde de l'imagerie, on parle beaucoup en ce moment de l'émergence de la radiologie interventionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit, on comprend? Est-ce que demain, ça nous servira aussi à intervenir ou pas? Alors, à l'heure actuelle, non, parce que les gestes donc, de radiologie interventionnelle, c'est le principe d'une chirurgie qu'on va dire mini-invasive ou non-invasive. Je prends un exemple simple. Vous avez des douleurs lombaires, il faut faire un geste d'infiltration. Eh bien, aujourd'hui, grâce à l'imagerie, par un scanner ou par un appareil de radiographie standard, on peut guider une aiguille pour aller jusqu'au site où ça fait mal, pour diffuser des corticoïdes localement pour tendre à diminuer la douleur. Là, on parle de symptômes qui sont liés vraiment à des dysfonctions neurosensorielles. C'est vraiment des cellules neurosensorielles qui, entre guillemets, ne fonctionnent plus. Et ça n'est pas accessible à un geste particulier. D'accord ? Par contre, la radiologie, elle a vraiment un impact dans l'approche pré-thérapeutique de certains traitements qui peuvent être donnés. On parle souvent d'injections transtympaniques de corticoïdes, par exemple dans le traitement des surdités brusques. Comme on traverse le tympan et l'oreille moyenne pour aller, entre guillemets, inonder l'oreille interne de corticoïdes, il est très important de vérifier que dans le trajet anatomique que l'ORL va emprunter pour faire cette injection, il n'y ait pas une malformation, un quelconque problème qui va l'en empêcher. Idem pour les implants cochléaires. L'ORL va envoyer au cours d'une chirurgie un implant qui va circuler dans toute la cochlée. Il faut bien vérifier que la voie d'abord théorique de cet implant est viable et que l'imagerie sera faisable. Donc à la fois dans le bilan pré-thérapeutique mais aussi post-thérapeutique après pour vérifier un bon contrôle de positionnement de l'implant, là oui on a notre place. Mais en termes de gestuels spécifiques pour traiter un symptôme ou traiter une maladie, ça non. Merci de ces précisions. Eric. Ben oui, on peut l'applaudir. Bonjour à tous et je remercie surtout l'équipe de la Fondation de m'avoir inclus dans leur Dream Team. Là. Donc je vais pouvoir parler de la rééducation vestibulaire. Alors ça, on l'a déjà vu. Micro, Eric, s'il vous plaît. La suite, toute la suite partant du capteur jusqu'au noyau, le thalamus et le cerveau, etc. La stabilisation des yeux faite par l'oreille interne et puis la stabilisation du corps avec la descente de ces faisceaux vestibulo-spinaux vers les membres inférieurs et ce qu'on appelle les muscles antigravifiques, ceux qui nous permettent de lutter contre la pesanteur. Alors, le but de la rééducation vestibulaire, c'est deux choses, c'est pas très compliqué, c'est retrouver une stabilité du regard et une stabilité du corps. Donc pour cela, on va avoir besoin d'outils, notamment pour pratiquer les bilans. La particularité de la rééducation vestibulaire, c'est que c'est une rééducation spécialisée et qu'on a besoin d'outils particuliers pour observer ce qu'on appelle pour observer les yeux et observer notamment ce qu'on appelle le nystagmus, c'est-à-dire l'absence de symétrie de fonctionnement d'une oreille par rapport à l'autre, par exemple, dans une crise vertigineuse, ce qu'a rappelé Daniel tout à l'heure sur la rotation du décor,
ou pouvoir faire des bilans, notamment ce qu'on appelle un VHIT, avec des mouvements de tête pour voir si le regard reste stable sur une cible, et pouvoir comparer les 6 canaux sémicirculaires et être capable de voir leur fonctionnement par rapport à une norme, puisqu'on a des gains qui ont été calculés par l'équipe des Australiens, qui nous montrent comment fonctionne correctement un réflexe vestibulo-oculaire. Donc on a besoin soit de lunettes de Frenzel, soit de caméras vidéo infrarouge. Il faut être dans le noir pour observer un nystagmus. Hein. Quand on vous dit « Ah oui, je vois votre nystagmus à l'œil nu », c'est vraiment que là, c'est une très très grosse crise, ou alors qu'il faut pratiquement être hospitalisé dans le cadre d'une névrite vestibulaire par exemple, ou alors vous êtes dans une pleine crise de Ménière. Mais sinon, il faut vraiment, pour observer l'œil, le mettre dans le noir. Et puis je vous ai dit, le VHIT pour pouvoir faire les bilans. Pour ce qui est de la stabilisation du corps, donc on a aussi besoin de bilan. Donc on va avoir... Ah, ça ne marchera pas. Je reviens en arrière. On va avoir plusieurs outils, notamment soit le plus simple, qui est juste un test sur mousse, mais qui est validé, qu'on appelle le CTSIB, qui est un test où on met quelqu'un 30 secondes d'abord sur un sol stable. On reprend l'organisation sensorielle, le test d'organisation sensorielle, mais on peut utiliser une mousse, on peut utiliser un casque qui prive d'informations visuelles, mais qui ne fait pas fermer les yeux, parce que pour le cerveau, c'est très différent de fermer les yeux et d'avoir les yeux ouverts, mais une information non disponible. Ou alors la plateforme de posturographie, qui va nous permettre de faire plusieurs tests, les yeux ouverts, les yeux fermés, avec un décor qui bouge avec vous, avec un sol qui bouge, avec les yeux fermés sur un sol qui bouge, ou alors quand l'ensemble bouge. Et ça va nous permettre de savoir comment fonctionne le système vestibulaire au niveau fonctionnel, hein, quel est le poids de chaque information, le poids de l'information visuelle, le poids de l'information proprioceptive ou somesthésique, suivant comment on l'appelle, et puis de voir comment est organisé ce partage des informations, notamment dans le cadre, par exemple, de chute dans ces deux conditions, 3 et 6, ou alors ce qu'on va appeler la dépendance visuelle. Ces gens, on a parlé tout à l'heure, ce matin, des illusions sensorielles avec la vision. Et bien là, c'est des gens qui vont être, par exemple, gênés dans la foule, gênés dans les grands magasins, mais ça ne sera pas pour autant des agoraphobes. Donc, il ne faut pas non plus les psychiatriser. Il suffit de faire une rééducation et ça va très bien se résoudre. Alors, comment fonctionne la rééducation ? C'est les 3 principes en fait qui règlent cette rééducation. Donc c'est le principe d'adaptation. Donc on vous a répété toute la journée que le cerveau était plastique, hein, depuis Merzonic on le sait. On peut faire bouger son cerveau, on peut le modifier, on peut en modifier les qualités. Et si par exemple on a perdu une oreille interne, dans ces cas-là on va chercher à faire ce qu'on appelle une compensation, c'est-à-dire que l'oreille saine doit prendre le relais de l'oreille atteinte. Quand vous perdez la vision d'un œil, vous ne perdez pas complètement la vue parce que le cerveau va prendre le relais et va s'adapter pour pouvoir utiliser la vision de l'œil sain. Et puis pour l'oreille interne, c'est exactement la même chose. On peut compenser avec son oreille saine. La substitution, c'est quand on n'a plus du tout de possibilité. Par exemple, on a les 2 oreilles qui sont atteintes. Et dans ces cas-là, il faut que ce soit la vision et la somesthésie qui prennent le relais. Et enfin, l'habituation, c'est pour soit des gens qui font des crises vertigineuses, mais donc, avec une thérapeutique, par exemple, médicamenteuse qui n'est pas suffisante, on peut les entraîner à supporter ces crises, comme on entraînerait un astronaute à partir dans l'espace et à supporter différentes situations. Ou dans le cas d'une pathologie qui a été définie récemment, qu'on appelle le PPPD, la postural perceptive persistante dizziness, ces gens qui ont toujours l'impression de tomber alors qu'on trouve que des bilans normaux. Parfois, on trouve des tests un petit peu différents sur les yeux fermés, mais enfin, c'est une espèce d'angoisse posturale. Et dans ces cas-là, on peut utiliser l'habituation. Et ben voilà. Et donc, le cas du VPPB, si ma vidéo voulait démarrer, ça m'arrangerait. Non. Bon, ça ne marche pas. Donc, si, c'est parti. Donc, le VPPB, donc on fait une manœuvre thérapeutique. Là, vous voyez le nystagmus qui est observé. Donc, l'œil qui se met à tourner. Non, c'est celui-là. L'œil qui se met à tourner sur lui-même. Le patient, lui, décrit un grand vertige. Toute la pièce est en train de basculer. Et là, on fait une manœuvre. Ça, c'est la technique de Sémon. Donc, on va faire une manœuvre pour évacuer ces petits cristaux qui sont rentrés dans le canal, qui se sont accumulés dans le canal postérieur. Et on va avoir une vidange de ce canal. Et cette vidange, elle est marquée par la réapparition de ce nystagmus, là, qui va se remettre à tourner. Là, je lui demande d'ouvrir les yeux. Là, ça tourne, donc on sait qu'on est en train de vider le canal de ces petits cristaux.
Alors, quelque chose de particulier, donc c'est la rééducation de l'équipe du sujet âgé. Vous voyez que si je lève ma main, en fait, mon cerveau a déjà calculé à l'avance de l'exécution du geste qu'il fallait que je me penche en arrière pour ne pas tomber en avant. Et bien ça, c'est chez le sujet jeune. Et chez le sujet âgé, ben non, on lève la main, mais par contre, il ne fait pas ce mouvement, ce qu'on appelle un ajustement postural anticipatif. Ça disparaît chez le sujet âgé, et ça disparaît d'autant plus qu'on a des plaintes d'équilibre. Donc en fait, c'est un système qui se mord un peu la queue parce qu'on a peur de bouger. Si on a peur de bouger, on perd ses ajustements posturaux. Et en perdant ces ajustements posturaux, on se sent plus instable et en fait, on ne sort pas de ce système. Et la rééducation, ça permet justement d'éviter ça, mais pas que la rééducation, aussi une prise en charge personnelle avec tout ce qui est marche, séance d'exercice sur une Wii, tai chi, etc. Donc je vous invite à vous prendre en charge le plus vite possible pour continuer à bouger, marcher, sortir, etc. pour ne pas avoir besoin de faire de séance. Alors, quand on vous voit manipuler ce pauvre gars, je ne sais pas si on a envie d'aller chez vous. C'est pas un pauvre gars parce que je l'ai guéri d'abord. Donc ça, je suis sûr que je l'ai guéri. Donc, ouais. Non, mais effectivement, ça fait partie des exercices. En tout cas, je vous remercie parce que c'était quelque chose de complet. Vous nous avez aidé à comprendre. Guillaume, tu nous as aidé à mieux voir et aussi à affiner. Et puis, on a vu qu'il y avait des solutions. Et en tout cas, ça illustrait aussi ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire quelque chose d'assez complet. Vous pouvez les applaudir. Hein, voilà. C'est-à-dire quelque chose d'assez complet. On voulait vous parler de la vue, de l'audition, mais l'oreille, c'est pas que l'audition, l'oreille interne. Tu veux dire quelque chose? Oui, et puis si la radiologie vous intéresse, je voulais quand même repréciser que Jean-Claude dirige un média dédié à la radiologie, qui s'appelle le JT de la radio. Et on a déjà eu plaisir à travailler ensemble. Et vraiment, c'est des petits journaux en ligne que vous pouvez consulter et qui vous permettront d'apprendre pas mal de choses là-dessus. Alors, c'est un média qui est plus réservé aux pros, mais merci de préciser. Mais alors, puisqu'on en est aux précisions, Guillaume a en projet, alors je ne sais pas, viens et nous expliquer ton projet vraiment en 30 secondes et où tu en es, d'ouvrir justement un centre d'imagie dédié à l'oreille pour mieux comprendre les vertiges et pour aider les ORL dans leur démarche. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, basé sur nos compétences multidisciplinaires, ORL, radio et rééducateurs et tous les paramédicaux qui sont dans la prise en charge des troubles de l'audition et du vertige, on est actuellement en train de créer tous ensemble une synergie et un centre dédié à ça qui ouvrira, on l'espère, dans une bonne année sur Paris. Et l'idée, c'est de proposer aux patients qui souffrent de ces troubles-là une prise en charge vraiment de A à Z, vraiment de l'examen clinique initial jusqu'au traitement, où tout pourra leur être proposé. Voilà, donc bientôt, si vous souffrez de vertige, vous saurez où aller.